Bienvenue à toutes et à tous. Merci de votre présence à cette première édition de la Semaine de l'Entente pour tous et aussi au premier webinaire qui ouvre cette semaine. Alors peut-être une première vérification du côté de la régie, du côté de Jérémy pour voir si tout se passe bien. On dirait que oui, merci pour le petit signe Jérémy. Ça veut dire aussi que le chat doit être ouvert et effectivement, je vois qu'il y a déjà quelques premières contributions, donc ça va assez vite. Donc voilà, donc vous pouvez interagir au travers du chat. Alors, nous sommes plusieurs pour ce premier webinaire. Vous voyez à l'écran Jean-Louis Lascou, président de l'EPMN. Bonjour Henri, bonjour à tous. Bonjour pour cette première édition de la Semaine de l'Entente et de l'Entente pour tous. Merci Jean-Louis. Annie Lascou, à qui je vais bientôt passer la parole. Et donc, je suis moi-même Henri Sandros Mila, président de la CPMN. Et donc, Annie Lascou, c'est toi qui pilote ce projet. Je te laisse présenter cette Semaine de l'Entente. Eh bien, merci Henri, bonsoir Jean-Louis, bonsoir à toutes et à tous. Donc nous voilà réunis pour cette première édition de la Semaine de l'Entente pour tous. Je vous remercie de votre intérêt pour cet événement et j'aurai le plaisir de vous retrouver tous les soirs pour vous présenter et vous rappeler le programme des jours à venir. Donc la thématique que nous avons retenue pour cette première édition de la Semaine de l'Entente, c'est l'entente et l'entente sociale. Alors peut-être que cela vous interroge que cette thématique soit présentée par des médiateurs, parce que souvent on imagine que le médiateur intervient simplement ou seulement dans le cadre de la résolution d'un conflit. Mais vous le verrez tout au long de ces webinaires, le médiateur professionnel, c'est en effet ce tiers de confiance qui intervient dans le cadre de la résolution d'un différend, mais également bien en amont des conflits pour aider des personnes, leur apporter des connaissances, des savoir-faire qu'elles vont pouvoir utiliser pour maintenir des relations de qualité et les accompagner également dans le développement de leurs projets, que ce soit des projets personnels, professionnels ou des projets sociétaux. Donc, quand je parle de technique, de compétences, de savoir-faire, je parle bien sûr d'apprentissage. C'est cette idée que l'entente, ça s'apprend. Et d'ailleurs, ça sera la thématique de vendredi prochain lors du dernier webinaire. C'est-à-dire que vendredi, dans ce webinaire qui sera animé par Jean-Louis Lascou et Walter Gilpin, vous pourrez avoir tous les renseignements sur les formations et les services qui sont proposés par les médiateurs professionnels. Jeudi 9, donc la veille, nous traiterons de la question de l'organisation de la profession de médiateur. Comment les médiateurs professionnels sont-ils organisés? Quelles sont les structures qui accompagnent et qui encadrent cette profession? C'est Jean-Bruno Chantraine et Jérôme Messin-Guéral qui présenteront cette thématique que nous avons intitulée « La profession de médiateur au service des ententes », parce qu'il sera également question de l'intervention des médiateurs professionnels dans tous les secteurs de la vie des personnes. Donc, on va parler de la médiation de la consommation, de la médiation judiciaire, la médiation conventionnelle, et vous pourrez découvrir également les projets des médiateurs professionnels. Et vous verrez que parfois, ces médiateurs promeuvent ce paradigme de l'entente et de l'entente sociale dans des lieux où on ne les attend pas. Mais je vous laisse le découvrir jeudi. Mercredi 8, après-demain, nous allons plonger au cœur de la profession de médiateur. Alors ça, c'est une thématique que j'aurai le plaisir de présenter aux côtés d'Agnès Tavel. Et là, nous allons rencontrer des médiateurs professionnels qui vont témoigner de leurs expériences lors de leurs interventions en médiation. Vous verrez, vous entendrez des situations qui se présentaient de façon tellement conflictuelle, tellement dans l'adversité que ça semblait inextricable. Et pourtant, en appliquant le processus structuré qui est proposé par la médiation professionnelle, ces médiateurs ont réussi à faire sortir ces personnes de l'adversité et à les ramener dans l'entente pour qu'elles puissent elles-mêmes et de façon éclairée choisir de quelle façon elles allaient sortir de cette situation conflictuelle et de comment elles allaient être en relation. Ça, c'est le programme pour mercredi, au cœur de la profession de médiateur. Demain, avec Fabien Héon et Jean-Louis Lascou, nous vous proposons de retourner dans l'entreprise et de parler du dialogue social. Donc, c'est une thématique qui, évidemment, est très importante puisqu'elle concerne
chacun et chacune d'entre nous qui sommes des salariés, des employés d'organisations professionnelles. Donc, nous avons invité des spécialistes qui vont dérouler leurs réflexions autour du dialogue social et dire en quoi les outils du médiateur professionnel peuvent apporter un mieux vivre ensemble, développer des relations de qualité dans le milieu professionnel. Et aujourd'hui, premier jour de ce webinaire, nous vous proposons avec Jean-Louis et Henri de poser les bases de ce qu'est le paradigme de l'entente et de l'entente sociale. C'est-à-dire, quand nous parlons de ce paradigme, de quoi parlons-nous? En quoi est-il innovant? Qu'est-ce qu'il peut véritablement changer dans nos vies de femmes, d'hommes, de salariés, de parents, d'amis, de citoyens? Voilà, c'est l'enjeu de cette soirée et je vous souhaite un excellent webinaire. Je vous retrouve tout à l'heure. Merci Annie. Merci Annie et puis merci à tous de venir vous impliquer, vous intéresser à ce nouveau paradigme de l'entente et à cette idée de l'entente dans la société, dans les relations. C'est pas facile, je vous l'annonce tout de suite et je vous remercie de vous intéresser, de vous impliquer dans cette démarche parce que quand quelque chose est nouveau, eh bien, il faut pouvoir se l'approprier, il faut pouvoir se l'intégrer et pouvoir aussi en parler après parce que c'est ça le but du jeu. Je dirais, c'est quand on va acquérir une connaissance, acquérir une nouvelle compétence et de pouvoir la transmettre. Ça, c'est pas facile. Et c'est notre objectif sur cette semaine de pouvoir parler de l'entente et de vous donner envie de partager cette entente et de le partager avec les autres, de dire il y a quelque chose qui se passe dans la société, il y a non seulement une nouvelle profession, mais cette profession s'appuie sur un socle qui est certain, celui de l'entente, qui est bien en amont du modèle du contrat, du paradigme du contrat social qui a été créé à l'époque des Lumières. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de parler du siècle de l'entente. Et c'est cette vidéo que vous allez voir maintenant. Cette vidéo va vous permettre de mieux comprendre ce dont il s'agit, de voir en fait les différentes implications, les imbrications de l'entente. Et puis plus tard, vous en verrez une autre tout aussi intéressante dont vous parlera Henri un peu plus tard. Mais déjà, avant d'aller à plus tard, commençons par écouter cette vidéo que j'ai enregistrée avec Annie sur le paradigme de l'entente et de l'entente sociale. Bonne appropriation. Et puis n'hésitez pas à prendre des notes. Le principe, quand je parle de l'entente, c'est vrai que ça a été un aboutissement d'une réflexion, puisque ça représente pour moi, je dirais modestement, une 60aine d'années de maturation, et pas forcément de réflexion, parce qu'il y a toute une période à laquelle je ne réfléchissais pas beaucoup. Mais quand j'ai commencé à réfléchir, c'est vrai que il y a quelque chose qui m'a toujours heurté, qui m'a toujours posé problème, c'est le fait que quand on est, eh bien, on ne choisit pas. On ne choisit pas notre existence. Et ça, je l'ai entendu je ne sais combien de fois quand j'étais gosse, et puis après, quand je suis devenu adulte et que j'ai commencé à faire des formations dans les banlieues, je n'ai pas choisi de naître. Combien de fois j'ai entendu ça? Des enfants, des adolescents, des jeunes adultes qui contestaient le fait qu'on leur imposait un règlement, des lois, auxquelles ils n'avaient pas participé dans l'élaboration. Et ça, c'est quelque chose qui m'apparaissait être complètement légitime et qui avait de l'écho en moi. Et je me disais, il y a quand même un gros problème par rapport au contrat social. C'est vrai que le contrat social, c'est un héritage qui est très confortable pour des personnes qui ont déjà des droits et qui ont les moyens de recourir à ces droits. Mais pour des personnes qui vivent et qui naissent dans des conditions économiques et sociales difficiles, et de fait, la loi n'est pas la même, parce que les droits ne sont pas les mêmes. Parce que quand on n'a pas les mêmes moyens, on ne peut pas utiliser les droits de la même manière. On peut dire, oui, j'ai le droit de voyager, par exemple, oui, mais il faut avoir les moyens de voyager. De fait,
un droit, on peut l'utiliser. Le droit, par exemple, d'acheter quelque chose, va avec le moyen de pouvoir utiliser ce droit. Donc là, je me suis dit, oui, c'est vrai que même s'il y a une grande discussion sur les fondamentaux du droit, ces jeunes ont raison. Ils sont légitimes dans cette pensée-là. Je me suis dit, là, il y a un gros problème sur la pertinence du modèle, du paradigme du contrat social. C'est-à-dire que quand on impose le contrat social, on l'inflige à des personnes qui n'ont pas les moyens de pouvoir l'exercer en toute liberté. Tandis qu'il y en a qui l'ont. Alors, bien sûr, quand on est dans une position de gouvernance, on dit, on est député, on est sénateur, on est dirigeant d'entreprise, on a les moyens, on vit tranquillement, on se dit, le contrat social, c'est le même pour tout le monde. Parce qu'en fait, tout le monde voit la vie à partir de sa fenêtre. Mais il suffit d'exposer quelqu'un pendant un certain temps sans le moindre argent de poche dans une banlieue quelconque, et cette élite-là finira bien au bout de 2 jours, peut-être même au bout d'une journée, à comprendre que le contrat social n'est pas le même pour tout le monde. Donc, le contrat social, c'est quelque chose de très problématique, auquel on ne pense pas. Alors, il se trouve que cette idée géniale du contrat social est apparue au temps des Lumières. Alors, évidemment, comme on se tourne dans notre histoire et qu'on se dit au temps des Lumières, il y a des gens qui ont réfléchi et qui se sont dit « Waouh, pour qu'une société s'organise et vive entre les hommes, et que les hommes s'entendent au sein de cette société, eh bien, on va considérer qu'il y a un contrat social. Et que ce contrat social, tout le monde doit l'accepter. Et doit l'accepter comme en toute liberté. Est-ce que le fait que je ne sois pas complètement informé du contenu du contrat social fait que je vais pouvoir être complètement libre dans ce contrat ou dans lequel je ne suis pas impliqué d'ailleurs dans la manière de l'élaborer, puis après dans l'appropriation, dans la connaissance que je peux avoir. Donc les Lumières, en fait, ont fait un travail qui finalement est, au bout de 300 ou 400 ans plus tard, très trompeur. Eux-mêmes, quand je dis eux-mêmes, je veux dire elles-mêmes, les Lumières, eux-mêmes, tous les penseurs de l'époque, que ce soit Rousseau avec sa version de l'homme est bon par nature, ou Locke pour lequel l'individu est un loup pour l'homme, en gros, on peut schématiser ces deux tendances qui s'opposeraient, bien, les deux ont convenu qu'il fallait un contrat, soit pour protéger l'homme pour ses déviances, par rapport à ses déviances, parce que la société pourrait corrompre l'individu, ou pour le protéger contre l'adversité qui pourrait être déclenchée parce que l'homme est un loup pour l'homme. Donc, le contrat social paraît être logique parce qu'en fait, au départ, il y a un mythe fondateur qui justifie le fait qu'il y ait un contrat qui soit mis en place et qui s'impose aux personnes. Le mythe fondateur, c'est que soit l'homme est un loup pour l'homme, c'est-à-dire qu'il aurait de mauvaises intentions vis-à-vis de l'autre, soit l'homme est un niais qui va se faire corrompre par la société. D'un côté comme de l'autre, il y a quelque chose qui est intrinsèque, c'est qu'il y a une volonté et une détermination. Moi, je me suis dit, en regardant mes contemporains, l'homme évolue, il évolue dans sa pensée, dans sa culture, dans sa conscience, dans l'appropriation de la raison. L'homme évolue dans sa rationalité, dans une meilleure appropriation de son raisonnement, de sa réflexion, de sa conscience même. On évolue. Et donc, l'homme du temps des Lumières n'est plus l'homme du XXIe siècle. Nous avons plus de capacité à traiter des informations, nous avons plus d'informations, nous sommes plus capables de réfléchir les uns les autres.
Et donc, quand je me suis retourné vers mes contemporains et vers l'histoire, je me suis dit que les Lumières s'étaient trompées. Le contrat social n'est pas du tout fondateur d'une société. C'est faux. Et ça, cette erreur, elle est majeure dans la représentation que l'on a de la société. Parce que si on se dit le contrat est fondateur, dans le contrat, il y a des clauses qui s'imposent. Et il y a le sous-entendu de l'intentionnalité, bonne ou mauvaise, de l'individu au départ. Ça, les Lumières se sont fait tromper parce qu'en fait, ils étaient dans une logique qui était celle du mysticisme chrétien. C'est-à-dire, le paradis terrestre, au départ, l'homme a été créé par Dieu, il y avait le paradis terrestre, et puis tout se passait bien, et un jour, il a été corrompu. Donc, il y avait un mythe fondateur dans la religion chrétienne, et dans la religion judéo-chrétienne, et même musulmane, puisque en fait, c'est les trois monothéismes qui ont les mêmes concepts en réalité. Donc là, il y avait un mythe fondateur, et les Lumières, quand ils se mettent à réfléchir, ils pensent comme ça, avec ce mythe fondateur. Donc, les Lumières remplacent le mythe fondateur biblique par un mythe laïcisé. Et le contrat social s'impose. Mais, si je prends du temps pour pouvoir revenir sur ces aspects-là, c'est que je veux dire que ce qui fonde une société, que ce qui fonde une relation, n'est pas un contrat. Tout un chacun ici qui m'écoute peut le constater. Vous n'engagez pas une amitié avec un contrat. Vous l'engagez parce que vous appréciez une personne, parce que vous aimez être avec cette personne, parce que vous vous entendez avec cette personne, parce que vous vous voyez bien avec cette personne marcher durablement. Donc, quand on s'entend bien avec quelqu'un, on initie une relation. Et donc, je me suis dit que ce mot-là valait pour la médiation bien plus qu'un contrat. Le paradigme est né à ce moment-là, quand j'ai compris qu'en fait, ce qui fonde une relation, c'est d'abord une entente. Et le contrat découle, devient fluide dans l'entente. Alors, c'est cette réflexion-là que je me suis dit qu'il était important d'avoir pour que les médiateurs professionnels sachent vers quoi ils vont s'orienter. Sachent qu'en fait, ils vont faire un choix, non pas d'être des juristes, de lecteurs de clauses, mais d'être des promoteurs de la représentation de ce qui est important pour les personnes, c'est-à-dire l'entente initiale. Elles ne pensent pas qu'il soit possible de revenir sur les fondamentaux de leur entente. Et donc, je me suis dit que autant j'avais identifié les aspects de la qualité relationnelle, donc qui participaient de l'entente, donc il fallait que j'identifie bien ce qui fait l'entente. Et j'ai bien compris aussi que je ne m'étais pas trompé sur ce qui fait la qualité d'une relation par rapport à la reconnaissance. Puisque ce qui fait l'entente, c'est de reconnaître l'autre en tant qu'il est l'autre, c'est-à-dire d'avoir une posture d'altérité, et que c'est la reconnaissance qui est fondatrice de l'entente. Et dans l'entente, bien sûr qu'il peut y avoir des moments où la relation est un peu écornée, mais on peut revenir plus facilement dessus. C'est dès qu'il y a l'élément du contrat qui est brandi, ça veut dire que l'entente n'était pas là ou que l'entente est compromise. Est-ce qu'il est pertinent de revenir sur le modèle du contrat ou du contrat social
alors que c'est l'entente, et je dirais maintenant l'entente sociale, qui est dégradée. Si bien que j'en suis arrivé à me dire que globalement, les dirigeants d'une société, les dirigeants éclairés d'une société, ne pouvaient pas infliger, imposer leur gouvernance, et de ce fait-là, infliger le contrat social, ou alors être des animateurs de l'entente et de l'entente sociale. Parce que l'entente sociale nécessite des compétences pédagogiques étendues que, de toute évidence, les gouvernants actuels n'ont pas. Et il est tout à fait important que les médiateurs, pour qu'ils sachent promouvoir l'entente entre des personnes dont la relation s'est dégradée, bien, il faut qu'ils aient ce paradigme de l'entente sociale comme étant un objectif de société. Parce que si on a le paradigme du contrat social, eh bien, on en est encore à des modèles de contrainte, où on impose des choses aux gens. Et le paradigme de la profession de médiateur ne peut pas être celui du contrat social. Il ne peut qu'être un modèle pédagogique, un paradigme pédagogique qu'ils animent, auquel ils participent, pour aider les personnes à s'approprier leurs propres décisions. Et une décision qu'ils vont pouvoir partager. Et là, je reviens sur ma pensée de ces jeunes que je rencontrais. Et quand je travaillais avec eux, c'était parce qu'on s'entendait bien. Parce que tous les autres qui voulaient leur imposer des horaires de formation, des conditions de formation, ben, ils n'y arrivaient pas. Tandis que moi, je leur disais, c'est votre choix. Maintenant, voilà le menu. Si ça vous plaît, vous allez pouvoir vous l'approprier. C'est mon menu pédagogique. Et ils venaient, ils étaient tous à l'heure. C'est par le fait de cette entente. Parce que, évidemment, qu'on peut imposer des règles à certains moments. Mais on peut le faire pour des personnes qui n'ont pas la maturité. Mais dès lors que les gens sont suffisamment équipés de conscience et de réflexion, capables de réflexion et de conscience, c'est indécent de les traiter de manière paternaliste et de les infantiliser. Donc c'est important de les aider à s'approprier leurs propres décisions. Donc la médiation professionnelle, elle s'est développée avec cette recherche-là, cette recherche dans l'entente, qui est un instrument idéal de la pensée. Je dirais que c'est un exercice de la pensée pour pouvoir avoir un repère. Est-ce que je fabrique de l'entente ou est-ce que je fabrique de la contrainte? Et je sais bien que fabriquer de l'entente, c'est une garantie de l'implication des personnes dans un projet. Tandis que si je fabrique de la contrainte, eh bien, je vais fabriquer de la réticence, de la contestation, et puis de la démotivation. Tout à l'heure, j'ai dit dans la vidéo que quand on impose le contrat social, on l'inflige à des personnes qui n'ont pas les moyens de l'exercer en toute liberté. Cette idée de liberté, c'est quand même fondateur, essentiel dans une entente. On s'entend mal avec une personne avec laquelle on n'est pas libre, hein, quand on a des restrictions, des limitations. Mais quand on parle du contrat social, quand on parle de ça, en fait, on parle de quelque chose qui s'impose avec une autorité, un système souverain. D'ailleurs, le contrat social ne fonctionne que sur le modèle souverainiste, hein, comme je l'ai bien indiqué dans la vidéo que vous avez pu entendre. Ce qui signifie en fait que l'individu doit sacrifier une partie de sa liberté pour pouvoir vivre en société. C'est une manière de voir les choses. Et tous les auteurs, tous les philosophes, toutes les lumières ont pu dire que oui, effectivement, l'individu ne pouvait pas être pleinement libre, parce qu'en fait, c'était un sauvage, si un individu pleinement libre. Mais ce n'est pas ça la liberté.
La liberté, c'est un instrument qui se développe avec la conscience, l'épanouissement de la conscience. Et ça s'apprend. La liberté, ça s'apprend. Et il n'y a pas de raison de limiter la liberté. Il faut l'enseigner. Il faut enseigner son exercice. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même essentiel pour pouvoir développer l'entente. Et il n'y a pas que ça, mais c'est quand même un point fondateur. Et les médiateurs professionnels sont porteurs de cette idée, de cette démarche, de se dire, mais la liberté ne s'arrête pas là où commence celle d'autrui. La liberté se multiplie, la liberté s'étend au travers de celle d'autrui. Ça, j'aurais jamais autant insisté sur ce point-là dans ma vie pour dire que c'est important de bien comprendre que le contrat social est un abus de la pensée limitée, du manque d'imagination et qui n'est pas dû à l'usage de la raison. C'est la peur qui a fait naître le contrat social, la peur du chahut dans la société, la peur de la pagaille, du chaos sociétal. Mais en fait, personne ne s'est dit on va enseigner la liberté. Et c'est ça le 21e siècle, c'est enseigner la liberté, enseigner l'entente et l'entente sociale. Donc Henri, tu peux reprendre sur ce point-là qui est quand même essentiel de savoir que la mission des médiateurs repose sur l'entente, repose sur cette recherche fondatrice de l'entente et s'ancre dans le paradigme de l'entente et de l'entente sociale. Alors oui, tout à fait. Alors merci Jean-Louis après cette découverte peut-être pour beaucoup d'entre vous que la liberté s'apprend. Hein, c'est pas si évident que ça d'avoir à l'esprit que c'est un apprentissage possible et qu'évidemment c'est un apprentissage à portée de main et utile, nécessaire. Tu disais que l'action des médiateurs professionnels s'ancrait dans l'entente. Je pourrais même dire qu'en fait, ils en sont les promoteurs en réalité de cette entente. C'est-à-dire que, évidemment, les médiateurs sont, pour beaucoup d'entre vous, sans doute, connus d'abord pour leur capacité à intervenir dans la résolution des conflits. Hein, les médiateurs professionnels, c'est vrai que parmi les choses qu'on attend d'eux, c'est qu'ils aient des compétences pour pouvoir intervenir quand les relations se sont suffisamment dégradées pour placer les personnes dans des impasses, dans des situations impossibles, dans des relations avec des heurts difficiles à supporter. Eh bien, on se tourne vers des médiateurs professionnels pour qu'ils puissent aider les personnes à surmonter ces difficultés. Je crois que c'est important d'avoir à l'esprit que là, quand on parle de nouveaux paradigmes et de paradigmes de l'entente, quand on parle d'une nouvelle profession, de la profession du 21e siècle, et quand on parle du siècle de l'entente, eh bien, il faut bien imaginer que tout ça ne peut pas se faire sans agir. Tout ça ne peut pas se faire sans propager des savoirs. Et tout ça ne peut pas se faire sans des accompagnements de toute une série de situations, de toute une série de collectifs humains, qu'il s'agisse de collectifs professionnels, qu'il s'agisse de personnes qui vivent à un même endroit et qui sont confrontées à une situation liée à la modification des aménagements autour de chez eux, qu'il s'agisse des interactions entre des groupes sociaux qui n'ont pas forcément la même façon d'envisager un projet, d'envisager des évolutions, d'envisager du cheminement humain, tout simplement. Eh bien, là, on voit que ceux qui peuvent accompagner et qui peuvent faire en sorte à la fois, je dirais, deux choses, hein, ce que font les médiateurs professionnels en plus de résoudre les conflits, je pourrais le synthétiser sur deux grands domaines. D'une part, ils sont ceux qui vont instruire et ils sont des formateurs, ils sont des pédagogues de l'outillage de l'entente, cet outillage qu'on verra un peu ensuite, hein, qui est celui de la qualité relationnelle. Hein, donc, ils sont les acteurs principaux de ce nouvel enseignement qu'est la qualité relationnelle, qui est, je vais utiliser un gros mot, qui est l'ingénierie relationnelle, hein, parce que là aussi, ça permet de, petite parenthèse, de dire quelque chose qui n'est pas une évidence, qui est que agir sur tout ce qui relève de la relation, ce que, bien sûr, pour beaucoup d'entre vous, vous reliez à des aspects émotionnels, eh bien, en réalité, c'est à la portée de la rationalité. Hein, toutes ces choses qui ont longtemps été considérées comme étant impalpables, c'est du feeling, c'est de la sensation. En fait, en réalité, et c'est pour ça que les médiateurs professionnels peuvent l'enseigner, ça relève de la rationalité.
ça relève d'apprentissage précis, concret, que des personnes peuvent avoir dès leur plus jeune âge pour mieux pouvoir interagir et agir dans leur relation. Ça, c'est le premier axe. Je disais qu'il y en avait deux. Le deuxième axe, c'est que aujourd'hui, eh bien, nous sommes avec un corps social. Si ça se passe aujourd'hui, si cet effet de rupture, c'est pas pour rien. C'est que vous êtes de plus en plus nombreux à être très informés, à être très éduqués. Vous êtes, et je pourrais dire nous sommes de plus en plus nombreux à avoir de l'appétit pour pouvoir contribuer à des décisions qui nous concernent. Eh bien, tout ça, c'est un terreau favorable au fait que, en réalité, cette entente, c'est pas seulement quelque chose dont nous sommes là les initiateurs et les porteurs, c'est que ça répond à un besoin. Voilà, donc c'était important de le préciser. Alors, vous allez voir maintenant une deuxième vidéo, puisque là, nous avons évoqué, je dirais, le projet, le cadre, ce nouveau paradigme qui est celui de l'entente et de l'entente sociale. Il s'agit maintenant de pouvoir identifier concrètement quels sont ces enseignements, quelle est cette discipline que développent les médiateurs professionnels. Cette discipline, on pourrait l'appeler l'ingénierie relationnelle, mais je dirais plus concrètement, pour chacun d'entre nous, il s'agit d'un outillage qui vise à développer ce que nous appelons la qualité relationnelle, c'est-à-dire qui vise à permettre aux personnes de pouvoir agir sur leurs interactions et sur leurs relations avec deux choses, je dirais des choses qui relèvent de la technique, et là on est concrètement dans l'outil, hein, qu'est-ce que je peux faire et comment je peux agir dans mes interactions, et puis des choses qui sont de l'ordre de la posture. Parce qu'en même temps qu'on est de plus en plus nombreux à être informés, à être éduqués, à vouloir décider par nous-mêmes, eh bien, on est de plus en plus nombreux à être confrontés à des situations, à des difficultés, à des interactions qui sont complexes, qui sont rapides, qui sont changeantes et qui, en réalité, nécessitent de pouvoir interagir de façon sereine et de pouvoir faire émerger, donc de créer les conditions de la créativité, de l'imagination, des solutions et des réponses qui ne peuvent pas venir de cette défiance, de cette crainte qui est, je dirais, consubstantielle au contrat, à définir d'abord des périmètres, des garde-fous, des protections, des articles et des clauses compensatoires. Enfin, tout ça, en fait, ça ne permet pas d'exercer l'imagination et de trouver des solutions. Et donc, les médiateurs professionnels, ils sont les accompagnateurs de ces inimaginables discussions qui nous attendent maintenant sur beaucoup de sujets. Au-delà, je disais donc, de la résolution du conflit, ils sont donc les accompagnateurs de l'entente. Voilà, je tenais à dire ça parce que c'est pas évident de savoir quelle est cette profession. Si elle est nouvelle, eh ben, c'est pas seulement dans l'intervention du conflit, c'est bien dans le fait qu'il s'agit d'accompagner le corps social dans ses discussions et dans la conduite de son projet. Voilà les deux axes qui sont ceux de la qualité relationnelle. La posture, en fait, c'est une façon de considérer ce que c'est qu'une personne, ce que c'est qu'une relation, ce que c'est qu'une interaction, ce que c'est qu'un dialogue, hein, c'est-à-dire comment se positionner les uns à l'égard des autres et avec quels outils pouvoir interagir. Et évidemment, si les médiateurs professionnels se posent ces questions, c'est qu'ils voient déboucher tous les jours chez eux des personnes qui ont, comme l'a dit très clairement tout à l'heure Jean-Louis, elles ont commencé par l'entente. Elles se sont entendues. Et puis la relation s'est développée. Et puis des choses se sont passées qui sont venues altérer la relation. Des compétences ont trouvé leurs limites qui n'ont pas permis de passer à une étape ultérieure. En fait, ces personnes, elles sont arrivées avec un défaut de compétences en matière de qualité relationnelle. Et vous allez maintenant découvrir concrètement de quoi il s'agit, comment ça peut s'outiller, comment ça peut s'apprendre. Et puis vous découvrirez ensuite où ça peut s'apprendre. Ça, on aura l'occasion de le redire un peu plus tard dans le webinaire. Ah, Henri, il faudrait quand même bien préciser que là, il s'agit juste de la genèse de la qualité relationnelle, pas de présenter les fondamentaux de la qualité relationnelle dont on va parler plus tard. Oui, et puis, en plus de ça, pendant toute la semaine, il va y avoir des témoignages, des gens qui vont parler de la qualité relationnelle. Donc ici, on va juste donner de l'information pour que les gens sachent ce dont il s'agit. Tout à fait. Que dans le monde de la résolution des conflits, il y a tellement d'outillages farfelus, de psychosociologie,
avec des concepts un peu magiques, tous les uns les autres, qui personnalisent sur des aspects affectifs, émotionnels, sur des représentations qui sont des fictions ou de pure illusion. C'est important de dire, mais on va apporter au médiateur professionnel une instrumentation rationnelle. Et c'est vraiment le travail que j'ai fait pendant des années. J'ai travaillé sur l'élaboration d'une méthodologie rationnelle qui permet à des professionnels de la résolution de conflits d'accompagner les personnes là où elles ont besoin d'aller, c'est-à-dire vers la résolution du conflit et non pas leur gestion. Parce que le terme de gestion est abominable dans le champ des relations humaines. C'est un mot, le terme de gestion, c'est un mot qui est apparu avec le monde de l'économie. Hein. C'est ça, on se dit on gère. À l'époque où le monde de l'argent existait beaucoup moins, c'est-à-dire où il ne faisait pas ses lois comme il le fait maintenant, eh bien, on ne parlait pas de gestion de la vie amoureuse, de la gestion de la carrière, de la gestion des sentiments, de la gestion des émotions, hein, de la gestion des enfants, par exemple. On ne parlait pas de ça. Ça ne serait jamais venu à l'esprit des gens de parler en termes économiques de la relation aux autres, de la relation à l'existence. Il faut gérer son plan de vie, hein, et même parfois, quand on va mourir, déjà on gère aussi un investissement qu'on va faire auprès des pompes funèbres. Il faut gérer ça, un capital, le risque de mourir, hein, alors que c'est certain, ça. J'entends souvent aussi des personnes qui disent on va mettre un couvercle sur la marmite. C'est terrible, ça c'est de la gestion. Parce qu'on se dit, mais on ne peut pas résoudre le conflit. Donc effectivement, on ne peut pas résoudre les émotions. Hein. Donc on ne résout pas les émotions. Alors on se dit, mais on les gère. Mais non, on peut très bien les vivre. Et puis avoir une autre manière de parler des émotions. On peut regarder les enfants. Gérer les enfants, c'est terrible. C'est plutôt vivre avec les enfants, leur apprendre, leur enseigner, leur transmettre de la connaissance. C'est être plus précis plutôt que de parler de gestion. Il y a des mots comme ça qui sont des raccourcis, qui sont terribles et qui font que les professionnels sont vraiment des amateurs. Moi, j'ai voulu mettre un terme à cette représentation d'amateurs dans le champ des problématiques relationnelles. Disant, mais qu'est-ce qu'il faut comme compétence pour être un intervenant de qualité, performant, dans la résolution des conflits? Mais je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'il fallait connaître les invariants de la dégradation relationnelle. Quand on a dénudé un conflit, on s'aperçoit que c'est les mêmes comportements dans le grand principe. Il y a des archétypes de fonctionnement, d'attitude, de comportement. Alors, quand j'ai identifié ça, en fait, j'ai pointé, marqué ce que le médiateur devait permettre à ses interlocuteurs d'identifier. Eh bien, il fallait que le médiateur soit quelqu'un qui soit un spécialiste de la qualité relationnelle. Et là, je crois que quand j'ai compris ça, j'ai vraiment inventé quelque chose, puisque personne n'a abordé le sujet sous l'angle de le médiateur, même un médiateur amateur, un médiateur traditionnel, hein, a fortiori un médiateur professionnel, puisque le concept n'existait pas, que le médiateur devait être un spécialiste de la qualité relationnelle. Si bien que, quand j'ai imaginé ça, j'ai en fait identifié les invariants de la qualité relationnelle. Alors j'ai mis en miroir la dégradation relationnelle avec mais qu'est-ce que c'est que d'être en bonne relation avec quelqu'un? En fait, est-ce qu'on a identifié ça? Il y a des comportements, des attitudes, des modèles de pensée aussi, comme il y a des modèles de pensée dans la dégradation relationnelle, eh bien, il y en a pour la qualité relationnelle. C'est rationnel et tout le monde peut s'approprier. C'était vraiment la chose la plus intéressante, je dirais, que j'ai commencé à prospecter, c'est développer le concept de qualité relationnelle dans les relations de tous les jours. Alors, je me suis plus particulièrement intéressé au monde du travail, c'est vrai, parce que je pensais pas à des applications dans la famille. C'était pas du tout le champ qui m'intéressait. Et puis, petit à petit, c'est vrai que par les jeux d'influence des uns et des autres,
J'ai regardé que non seulement dans la vie professionnelle, il y a des invariants de la qualité relationnelle, mais qu'on les retrouve aussi dans la vie familiale, dans la vie sociale et je dirais aussi dans la vie politique. Qu'est-ce qui fait un conflit? Qu'est-ce qui fait le conflit? La première des choses qui fait le conflit, c'est pas la dégradation relationnelle. C'est le fait que la qualité relationnelle n'est plus dans la pratique au quotidien. Alors on peut dire, bah oui, mais c'est ça qui fait la dégradation relationnelle. Non, pas tout à fait. La première chose qui se passe quand un conflit va s'annoncer en perspective, ben c'est que la relation n'est plus de qualité. Alors il faut qu'on s'entende bien, un conflit c'est quelque chose qui se déclare, c'est pas une agression. Et bien sûr qu'il peut y avoir des conflits qui commencent par des agressions, mais moi je parle d'une relation qui s'est développée avec des gens, entre des gens, et puis à un moment donné, la relation n'est plus de qualité. Il se passe quelque chose. Et ce quelque chose, je peux le dire déjà, hein, c'est quelque chose qui est de la privation de la reconnaissance des autres. On ne reconnaît plus l'autre comme étant légitime à être différent de soi. On trouve que c'est pas bien, il a un comportement qu'on n'accepte pas et on ne le reconnaît plus. C'est par le fait que la relation n'est plus dans la reconnaissance qu'il y a un phénomène d'ouverture vers le conflit. Il n'y aurait pas l'absence de reconnaissance, il n'y aurait pas de conflit. Alors évidemment, maintenant que je vous ai parlé de qualité relationnelle, Henri vous a parlé aussi de la nécessité pour le médiateur de bien maîtriser les aspects de la qualité relationnelle. Je vous ai dit que la qualité relationnelle et l'entente, c'était vraiment très très maillé. Il faut savoir ce que c'est la qualité relationnelle. Mais pour savoir ce que c'est que la qualité relationnelle, il faut savoir ce que c'est que la dégradation relationnelle. Comment une relation se dégrade. La qualité relationnelle, quand vous regardez, quand vous observez comment vous êtes bien avec quelqu'un. Eh bien, pardon? Ah, je croyais qu'Annie m'interrompait là. Tu vois. Non, alors, quand vous regardez comment vous êtes bien avec quelqu'un, eh bien, vous pouvez constater que quand vous êtes dans une bonne relation, eh bien, vous vous dites que cette personne, elle est super. Elle est vraiment très sympa. Vous vous dites que vraiment, elle est animée d'une intention sympathique à votre égard, positive à votre égard, qu'elle veut vous aider, qu'elle vous soutient. Ou en tout cas, une chose, c'est qu'elle ne cherche pas à vous nuire. Hein, c'est que déjà, vous avez une manière de comprendre sa manière de fonctionner à votre égard, c'est-à-dire de lui prêter des intentions positives quand tout va bien dans la relation. Et puis en fait, vous avez le sentiment vraiment que quand tout va vraiment bien, que cette personne contribue à votre bonheur et qu'elle n'y fait pas obstacle. Quoi qu'elle fasse, même si elle arrive et puis qu'elle vous dit fais ça, vous dites mais oui, mais c'est sympa, elle est animée de bonnes intentions. Elle peut vous dire même t'es un peu idiot, hein, mais ça c'est pas grave. Vous considérez que c'est pas important. Ce qui est important, c'est que vraiment la relation est de qualité et il y a des tas de choses au-dessus desquelles vous passez quand tout va bien et que vous vous dites cette personne contribue à faire des choses pour que vous puissiez être plus heureux, vous épanouir. Et une relation se dégrade en fait avec une série d'invariants. Vous avez noté les invariants là, pour la qualité relationnelle, mais il y en a d'autres. Mais déjà, prenez note de cela et voyez que quand tout va bien dans une relation, ça repose toujours sur les mêmes piliers. Et quand tout se dégrade, eh bien, ce sont les mêmes piliers, mais à l'envers, négatifs. Je les ai appelés les pics négatifs. C'est-à-dire, par exemple, quand ça ne va pas bien dans une relation, vous avez remarqué, vous vous dites vraiment, c'est une personne qui veut me nuire. Dès que vous vous dites ça, là, la relation peut commencer à se décliner. Mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'il peut y avoir une personne que vous considérez qu'elle voudrait vous nuire, mais que vous considérez comme finalement très intelligente et puis peut-être que vous considérez aussi qu'elle est maladroite dans sa détermination. Donc là, vous n'êtes pas en conflit avec elle.
vous noterez au passage que je vous dis deux choses là, deux choses qui sont précieuses pour comprendre comment une relation se dégrade. Eh bien, c'est qu'il y a un élément fondateur de la qualité relationnelle qui a basculé en dégradation relationnelle, c'est-à-dire vous prêtez une intention négative à quelqu'un, mais cependant, vous lui reconnaissez un certain type de comportement constructif, positif à votre égard. Il ne peut pas y avoir de conflit à ce moment-là. Il y a un conflit quand il y a vraiment une forte dégradation. L'autre élément, c'est quand il y a un propos jugeant. Vous considérez que cette personne, c'est vraiment un imbécile mais pur que ça, quelqu'un de nuisible, quelqu'un de vraiment peut-être criminel à votre égard. Criminel qui n'est pas forcément un crime de vous tuer, mais de porter atteinte à votre intégrité mentale, physique, morale. Et là, cette personne, vous pouvez commencer à vous dire, mais oui, je vais rentrer en conflit avec elle parce que cette personne, vous avez le sentiment, vous vous dites ou vous constatez qu'elle veut vous imposer quelque chose et qu'elle vous impose quelque chose. Elle vous donne une des obligations. Et là, quand on vous donne des obligations, qu'on veut considérer que vous êtes négatif et que vous-même vous considérez que l'autre est négatif, il faut qu'il y ait l'interaction entre les deux et que vous prêtez une mauvaise intention à cette personne, eh bien là, la relation commence vraiment à se dégrader et à se dégrader d'une manière qu'il peut y avoir un terrain de conflit. Ce n'est pas suffisant, je le disais, parce que pour qu'il y ait le terrain de conflit, vraiment, il faut qu'il y ait une privation, je l'ai dit dans la vidéo tout à l'heure, une privation de la reconnaissance. La privation de la reconnaissance, c'est la reconnaissance de la maladresse de l'autre. C'est-à-dire quand vous ne reconnaissez plus que l'autre peut être maladroit, que l'autre peut être ignorant, que vous ne reconnaissez pas que l'autre peut être légitime sur ses points de vue, sa manière de considérer les choses, sa manière de les dire, de les formuler, de les énoncer, de raconter la vie, de raconter votre propre vie d'ailleurs, eh bien, que vous considérez aussi qu'il est fondamentalement mal intentionné à votre égard, alors là, quand il n'y a plus du tout de reconnaissance de l'autre, que vous ne reconnaissez plus non plus sa légitimité à se comporter comme il se comporte, sa légitimité à penser comme il pense et à agir comme il agit, sa légitimité d'intention, de relation avec vous, que vous ne lui reconnaissez plus ça et que vous avez le sentiment que l'autre ne vous reconnaît plus rien de tout cela, alors vous rentrez en conflit. Et le conflit, ce n'est pas seulement une contestation de rue, c'est un conflit ouvert. Et remarquez bien que dans les relations interpersonnelles, c'est comme ça. Mais dans les manifestations de rue, dans les manifestations, les contestations sociales, dans les contestations d'organisation, dans la vie en société, c'est pareil. C'est-à-dire quand il y a une contestation d'une partie de la population par rapport à la gouvernance, quand il y a une contestation dans une entreprise de la part de salariés par rapport à la direction de l'entreprise, eh bien, c'est cette dégradation de la confiance, de la qualité de la relation qui fait qu'il n'y a plus de motivation à être en qualité relationnelle avec autrui, qu'il y a une perte complète du projet, du sens du projet, et que les personnes aspirent à faire autre chose et ne plus être dans une relation avec celui qui est considéré désormais comme un adversaire et non plus comme un partenaire ou comme quelqu'un avec lequel on a envie de partager quelque chose. On n'a plus d'altérité avec cette personne, il ne reste plus que l'adversité. Alors, j'espère que c'est utile, c'est intéressant pour chacun là, de découvrir comment une relation se dégrade. Il y a moi un point que j'aimerais bien tout de suite, parce que comme ça on est dans le vif du sujet, et que j'aimerais préciser, c'est la question de l'altérité. Parce que c'est un terme, en fait, assez logiquement, le terme d'adversité, qui renvoie à l'adversaire, est un terme qui est assez vite, on comprend vite, quoi. La question de l'altérité et de ce que ça recouvre, c'est moins évident. Alors l'altérité, évidemment, c'est l'autre, mais en fait, l'altérité, c'est de pouvoir reconnaître l'autre en tant qu'il est autre.
Et ça va s'opposer, pour être très concret, à une façon très, très répandue aujourd'hui de véhiculer des choses telles que la bienveillance, telles que la tolérance, qui est de considérer qu'il faut être capable, il faudrait être capable, et ça ce serait quelque chose d'aidant dans les interactions, il faudrait être capable de se mettre à la place des autres. En fait, c'est-à-dire qu'il faudrait non pas considérer l'autre en tant que substantiellement différent, il est autre, il est spécifique, il est singulier. Non, il faudrait pouvoir lui ressembler au point de pouvoir se mettre à la place, au point de pouvoir se mettre à sa place, et en fait de pouvoir ressentir peut-être ce que lui il ressent, de pouvoir considérer les choses du point de vue d'où il les considère. Eh bien, en fait, c'est une illusion, cette idée de pouvoir se mettre à la place de l'autre. Et l'altérité, au contraire, ce qu'elle pose, c'est que, et c'est en cela qu'elle est complètement articulée et logique avec l'outil qu'est la reconnaissance, c'est que chacun est autre en tant qu'il est autre, et que ce qui va permettre de pouvoir mettre en place des interactions de qualité, de pouvoir entretenir la qualité relationnelle, c'est précisément de pouvoir reconnaître à l'autre cette singularité, de pouvoir reconnaître à l'autre, par conséquent, ce qu'évoquait Jean-Louis à l'instant, c'est-à-dire de lui reconnaître la légitimité de son point de vue. Il ne peut pas faire autrement, l'autre ne peut pas faire autrement que de voir les choses de la façon dont il les voit. C'est pouvoir lui reconnaître sa légitimité d'intention, c'est-à-dire pouvoir lui reconnaître que, comme je me l'attribue à moi-même, en fait, je peux attribuer à l'autre le fait qu'il agisse par rapport à lui-même, qu'il agisse animé de bonnes intentions vis-à-vis de lui-même. Alors bien sûr que ça peut parfois se traduire par des choses qui me sont désagréables et que je pourrais confondre avec le fait que cette personne agit animée de mauvaises intentions à mon égard. Mais en fait, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que chacun, nous agissons animés de bonnes intentions vis-à-vis de nous-mêmes. Et ça, c'est le deuxième aspect de la reconnaissance. Et le troisième aspect, là aussi, c'est quelque chose qui est communément pratiqué, de pouvoir se reconnaître, chacun, nous nous reconnaissons à nous-mêmes, être capable de le reconnaître à l'autre. C'est-à-dire que, animé de bonnes intentions vis-à-vis de moi-même, avec le point de vue que j'ai, j'agis, et parfois j'agis avec maladresse, c'est-à-dire avec comme résultat possible des choses qui peuvent être évidemment désagréables pour les autres, mais qui peuvent aussi, par, je dirais, effet boomerang, tout à fait être désagréables et contre-productives pour moi-même également. Et je crois que c'est ça une des spécificités qu'il faut retenir de ce qu'apportent les médiateurs professionnels, de ce qui va soutenir l'entente. C'est cette capacité à reconnaître l'autre en tant qu'il est qu'autre et à pouvoir, par conséquent, interagir avec lui de telle sorte qu'il puisse se sentir accueilli pour ce qu'il est. Parce qu'il y a un invariant dans tous ceux qu'on évoque là aujourd'hui, et qui, moi, est un invariant lorsque j'ai découvert la médiation professionnelle, qui m'a… en fait, c'était une clé d'entrée d'une évidence incontournable. C'était que, en fait, personne n'aime être rejeté. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que nous ne supportons pas, les humains, d'être rejetés. Eh bien, lorsque la reconnaissance disparaît, ce qui se produit immédiatement, eh bien évidemment, c'est le développement de la sensation d'être rejeté. Et ça, c'est tellement une négation que c'est inacceptable. Et bien sûr, ça fait réagir et ça ne peut qu'être un pas supplémentaire, le premier ou le suivant, de l'engrenage de la dégradation relationnelle. Voilà, je voulais préciser cette chose sur l'altérité, parce que le terme n'est pas toujours si évident que ça, et même souvent, il est complètement… je dirais, anecdotisé avec des choses telles que la bienveillance, telles que la tolérance. Il ne s'agit pas du tout de ça. Hein. Concernant l'altérité, il y a quand même quelque chose qui me semble être important de préciser, c'est que ce n'est pas un concept qui est rentré dans le vocabulaire des Lumières, ce n'est pas un concept qui est rentré dans la réflexion philosophique pendant très longtemps. Et aujourd'hui, c'est un concept qui est devenu un peu plus à la mode, qui est rentré dans la réflexion du monde du consulting d'entreprise, mais que j'ai fait rentrer immédiatement dans la réflexion de la médiation professionnelle, parce qu'il s'agit de bien de savoir reconnaître l'autre en tant qu'il est l'autre. Parce que pour aborder la résolution d'un conflit,
pour aborder la qualité de la relation, pour restaurer ou instaurer une entente, hein, ou pour entretenir une entente. Hein, il y a ces trois aspects-là, l'instauration, la restauration ou l'entretien de l'entente dans un projet. Eh bien, il faut bien reconnaître l'autre en tant qu'il est l'autre. Et la reconnaissance de l'autre en tant qu'il est l'autre, eh bien, c'est bien ce concept d'altérité. Henri le disait bien, hein, il le présentait au travers aussi de l'adversité, c'est facile de s'y repérer, mais les Lumières ont souvent regardé la personne humaine comme étant un autre soi-même. Hein. Et c'est un autre moi-même, Kant le raconte, et puis c'est souvent repris, cette idée que l'autre est un autre moi-même. Et donc, aime-toi comme tu t'aimes, hein, presque, hein, ou déteste-toi comme tu détestes l'autre, et donc tu te détesterais toi-même, etc. C'est toujours le retour sur soi. C'est difficile de rester uniquement centré sur l'autre. Et c'est ça le vrai défi dans la médiation professionnelle. Mais c'est aussi ça le vrai défi dans une relation. C'est reconnaître l'autre en tant qu'il est l'autre. Il y avait quelque chose qui m'avait beaucoup impressionné, c'est quand des gens voulaient faire plaisir à quelqu'un d'autre et venaient avec un cadeau qui leur faisait plus plaisir à offrir que le plaisir qu'ils savaient que l'autre pourrait éprouver à le recevoir. C'est quand même assez intriguant. Vous offrez quelque chose que vous savez que l'autre n'aime pas, mais vous pensez que ça lui sera utile ou que ça lui ira bien. Tiens, je vais t'offrir quelque chose, une jolie robe, ou un joli pantalon ou un joli bijou. Je sais que tu l'aimes pas trop, c'est pas trop ton goût, mais moi je trouve que ça me fait vraiment plaisir de te l'offrir. Et ça, c'est prendre l'autre pour un autre soi-même. Il y a une limite. Alors, bien sûr, on pourrait se dire, mais c'est par rapport au fonctionnement. Mais c'est pas ça la démarche des Lumières, et c'est pas ça la démarche religieuse qu'il y a derrière l'autre est un autre soi-même. C'est de dire que nous sommes finalement tous pareils. Et ce qui pourrait ne pas être complètement faux sur le plan du fonctionnement, des structures de fonctionnement, mais qui est faux sur la représentation du monde. On n'a pas la même représentation du monde. Et ce n'est pas une inspiration divine, ce n'est pas une inspiration qui vient de ça, c'est tout simplement des modes de fonctionnement qui nous amènent, et des modes d'expérientiel de vie qui nous amènent à voir les choses de manière différente. Et si nous ne sommes pas reconnus en tant que cette singularité dont Henri parlait, eh bien, on est privé de quelque chose qui est essentiel, c'est de sa propre identité. Et donc, c'est pas facile, c'est vrai, de faire vivre l'altérité dans un projet collectif. Mais pourtant, c'est le vrai défi. On en parlera certainement dans les journées sur le management, hein, sur le management contributif, sur le dialogue social, dont il va être question plus tard, mais dans les journées suivantes. Mais pensez bien à cette idée d'altérité. Regardez les personnes qui sont autour de vous ce soir à table. Regardez les personnes qui seront autour de vous, avec vous, au travail. Les reconnaissez-vous par rapport à ce qu'elles sont, ou les reconnaissez-vous seulement par rapport à ce que vous aimez bien vous-même de ces personnes? Posez-vous cette question et vous allez pouvoir développer l'entente et l'entente sociale. Concrètement, pour les médiateurs professionnels, l'entente, c'est un projet qui se caractérise par des jalons. Et nous en avons un jalon qui a commencé il y a quelques années maintenant et qui se clôturera en 2025. Donc, c'est dans pas longtemps. Il s'appelle la décennie du droit à la médiation. Parce que vous voyez, l'entente, c'est aussi ça. En fait, c'est de pouvoir, parce que sinon, ça n'est pas concret de considérer que c'est un projet sociétal. Et bien là, les médiateurs professionnels alimentent leur projet de l'entente avec cette proposition inédite dans l'histoire des interactions humaines, qui est celle de faire en sorte que les personnes, lorsqu'elles sont en difficulté, et c'est ça le droit à la médiation, qu'une personne puisse toujours recourir et même obliger un interlocuteur qui peut-être n'y serait pas prédisposé facilement à venir à la table de la discussion. C'est-à-dire que le préalable à toute résolution de difficultés qui se présentent à des humains, ce serait de dire, eh bien, nous avons le droit, c'est un droit, j'ai le droit de pouvoir régler cette difficulté par le dialogue,
par moi-même en exerçant ma liberté de réflexion et ma liberté de décision. Donc, l'entente, c'est un projet d'émancipation des personnes. Ça, c'est la première chose que je voulais dire et qui se concrétise avec ce droit à la médiation dont vous pourrez découvrir pas mal de choses sur Internet. Et puis, la deuxième, évidemment, c'est que vous avez, là maintenant, nous avons initié cette semaine, mais il y a tout un programme qui va se dérouler tout au long de la semaine. Vous allez avoir des rendez-vous réguliers avec des approches spécifiques, parce qu'il s'agit aussi que ce soit précis, que ce soit décliné, parce que l'entente, c'est l'entente dans son contexte professionnel, c'est l'entente dans son contexte familial, dans son contexte social, et puis pour que ce soit aussi vraiment un projet de société. L'entente, c'est aussi un projet en fait qui embarque avec elle toutes les interactions, y compris des interactions qui sont pas si concrètes que ça. Mais en fait, nous savons maintenant les uns et les autres que nous vivons dans un monde qui est devenu tout petit et dans lequel des choses que je fais ici ont un impact là-bas. Et que, en fait, ce projet de l'entente, c'est pas seulement un projet pour les relations immédiates, c'est pas seulement un projet pour les relations de proximité, c'est un projet qui va bien au-delà et qui est évidemment porteur de beaucoup de solutions et de potentiel pour faire face aux enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc voilà, c'est pas seulement des bonnes relations près de chez soi, ce qui est déjà pas mal, mais c'est aussi des interactions qui permettent de construire un projet commun, parce que peut-être que c'était quelque chose qui était inconnu autrefois, mais aujourd'hui, nous savons que nous sommes un peu tous embarqués sur la même planète. Et ça, c'est important de savoir que cette entente, elle nous sera utile. Merci à tous. Avant de vous laisser repartir pour vos repas et vos moments familiaux, vos moments peut-être amicaux aussi, d'aller boire l'apéritif ou de partager un bon repas, eh bien, je vous remercie et nous vous remercions d'avoir suivi cette première émission sur la semaine de l'entente et de l'entente sociale. Cette semaine où nous avons commencé à poser les bases de ce que c'est que l'entente, ce que c'est que le paradigme de l'entente, avec des éléments sur la qualité relationnelle, l'altérité, ce que c'est qu'une relation, la conduite de projet, le conflit, les différentes applications de la profession de médiateur et de la médiation professionnelle. Je vous remercie et je vous encourage à vous expérimenter déjà dans l'observation de ce qui peut se passer, soit dans votre vie de proximité, parce que Henri le disait, l'entente, c'est pas seulement proche de soi, c'est aussi partout dans la société, la vie politique. Hein. Vous allez voir, on est donc dans une période où on est en pleine période préélectorale en France. Et puis, il y a toujours des moments qui sont cruciaux dans la francophonie où les gens réfléchissent à ce que c'est que bien vivre en société, bien vivre ensemble. Donc, que ce soir vous soit bien agréable. Je vous remercie. Je remercie Annie de sa prochaine présentation de ce qui va se passer la semaine, dans le courant de la semaine. Et un petit mot, Henri. Oui, tout à fait. Hein, la thématique du jour, c'était pour le siècle de l'entente, la profession de médiateur au service de l'entente et de l'entente sociale. Et donc, évidemment, je voulais remercier tous les médiateurs professionnels qui se sont impliqués dans ce projet. C'est vrai, comme tu le rappelais à l'instant, pour commencer, Annie, qui a été l'initiatrice et qui porte toute l'organisation. Bien sûr, Jérémy à la technique, sans qui tout ça ne serait pas possible, et toute l'équipe aussi de l'EPMN, hein, qui assure la communication et la diffusion d'un certain nombre de messages. Et donc, merci à tous, et je laisse la parole à Annie qui va vous en dire plus sur les prochains jalons. Merci Henri, merci Jean-Louis, merci à vous tous d'être restés aussi tard. Nous avions prévu 1 heure, bon, on a un petit peu débordé, mais c'est vrai que quand on aborde des sujets comme l'entente et l'entente sociale, ce paradigme, il y a beaucoup de choses à dire, évidemment, et encore, nous n'avons pas fait le tour de toute l'instrumentation, ça serait beaucoup plus long, et puis de toute façon, ça fait l'objet de formation. En tout cas, j'espère que nous avons suscité de l'envie chez vous d'en savoir plus, d'avoir peut-être envie d'utiliser une instrumentation pour améliorer vos relations avec vous-même, avec les autres, et puis d'une façon plus globale dans la société.
Je ne vais pas rester plus longtemps puisqu'il est déjà tard, mais je vous donne rendez-vous demain à 19h pour la France hexagonale, parce que nous avons des invités qui viennent aussi bien de Côte d'Ivoire que de la Caraïbe. D'ailleurs, je salue mes confrères et mes consoeurs de Martinique, Guadeloupe, Guyane. Donc voilà, je vous donne rendez-vous demain pour cette thématique extrêmement intéressante en ce moment, en tout cas, où on voit bien qu'il y a des choses qui sont bousculées dans l'entreprise, il y a des changements qui sont imposés et qui sont souvent mal vécus. Donc, c'était important de parler du dialogue social et c'est ce que nous allons faire demain. Et nous verrons aussi que les dispositifs qui sont proposés par les médiateurs professionnels apportent une véritable plus-value pour améliorer le dialogue social dans les entreprises entre les différents interlocuteurs sociaux. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain.